Je sais que j'ai une différence. Depuis que je suis toute petite, je pose des questions à ma mère, elle n'en peut plus. Maman, pourquoi on vit ? Pourquoi on respire ? Qu'est-ce qui se passe quand on respire ? Maman, pourquoi est-ce que cette personne-là est dans cette difficulté-là, en fait ? Comment est-ce qu'elle en est arrivée là ? J'avais 5 ans quand je commençais à poser ces questions-là. Mais t'es trop petite. La phrase qui m'a le plus caractérisée, c'est « Eugénie, tu portes le poids du monde sur tes épaules ». J'ai toujours entendu ça toute mon enfance, mon père, ma mère. C'est « Ok, tant qu'à porter du coup quelque chose, autant choisir ce qu'on porte exact. Et le porter et l'offrir au monde ». Merci d'être avec nous. Bienvenue, nouvelle rencontre avec une nouvelle invitée, un nouveau parcours de vie et une nouvelle expertise au travers du coaching, le coaching holistique et notamment la création de la première école de coaching alternative. On va parler de neurosagesse, entre autres, ce concept développé par Eugénie Besque-France, installée sur les canapés. Bonjour Eugénie. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Merci J'ai bien dit le nom, hein. Parfaitement. Je ne voulais pas écorcher. Merci beaucoup. Je suis content que vous soyez là, parce que d'abord, on va évidemment parler de votre parcours de vie, de l'expertise, évidemment de l'école et autres, mais j'ai l'impression, en préparant l'émission et en me replongeant dans mes notes, que vous êtes là aussi pour mettre un petit coup de pied dans la fourmilière de tout ce qui est dit, pensé, acquis parfois, à tort sans doute, sur le coaching et tout ce qui est dit autour du coaching qui n'a presque plus de sens, en fait, aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est coach de tout et de n'importe quoi ? Oui, alléluia. Vous dites ça ? Je dis de révolutionner un petit peu, ouais, de taper dans la fourmilière, c'est un très bon terme. Ouais. Je pense que c'est important aujourd'hui, en fait, d'arrêter de sectoriser surtout. On sectorise l'être, en fait. Donc, on a du coaching mindset, on a du coaching uniquement physique, sauf qu'en fait, on est un être dans sa globalité. Et puis, c'est facile d'aller séparer certaines dimensions et de créer du coup de la dissonance aussi intérieure chez les individus. Je pense que c'est important de nous rassembler, de retrouver cette unité qui existe à l'intérieur de nous. Donc ouais. Et puis bon, les vieux protocoles maintenant, ils sont un petit peu obsolètes. Il est temps d'évoluer. Pourtant, vous parlez du coaching holistique. Vous vous dites coach holistique. Alors c'est difficile en fait de mettre une étiquette. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Je sais, tout le monde me le dit. Voilà. Je pense que toutes les personnes qui doivent passer ici, en tout cas, doivent le dire parce que on est des êtres multidimensionnels. Mais il y a un moment donné, pour pouvoir aussi transmettre notre message, il faut que ce soit intelligible. Ouais, c'est ça. Donc oui, je me mets cette étiquette-là, dirons-nous ça comme ça. Et puis parce que c'est un terme qui est connu et qui est galvaudé aussi, qui est très mal vu. Et j'aspire à pouvoir lui donner une nouvelle dimension, en fait. Une nouvelle énergie. Exactement. Et alors, vous dites justement sur les écoles de coaching, ou en tout cas tous ceux qui forment au coaching, vous dites que ces formations actuelles forment souvent des soldats appliquant des méthodes et des protocoles préétablis. Ouais, alors je ne veux pas cracher dans la soupe, pardonnez-moi. Là, c'est un petit pavé dans la mare quand même que vous mettez. Oui, mais parce que c'est une vérité aussi. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, moi, les gens arrivent dans mon école et certains sont déjà formés par des fois des très grandes écoles, en tout cas ce qu'on qualifie de très grandes écoles, je parle de renommée. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'ils ne savent pas accompagner. Ils n'ont pas du tout de légitimité, ils n'ont pas d'autorité. Quand je parle d'autorité, c'est vraiment de posture. Mais est-ce que le problème ne vient pas d'eux ? Non, je pense pas. Non ? En fait, à mon sens, si on accompagne vraiment une personne de A à Z, donc de sa transition à son développement, à vraiment sa réalisation en fait professionnelle, on ne devrait pas avoir cette perte-là à la sortie d'une école. Et j'ai moi-même fait plusieurs écoles de coaching, donc je le sais. En fait, je sais que vous êtes formé, c'est super, mais après, quid de ce qui se passe après l'école ? Il n'y a rien en fait. Mais il n'y a que l'expérience qui permettra de dire. Il y a l'expérience qui permettra de dire, mais il y a le fait de proposer en fait un accompagnement qui va accompagner l'expérience de la personne et pas qu'elle soit, alors bien sûr ça engage la responsabilité de chacun, mais pas qu'elle soit en fait lâchée un petit peu comme ça dans le Grand Nord en cherchant des ressources. Comment est-ce que je fais, ou en fait par quelle porte je l'ouvre. Moi ce que j'invite c'est vraiment en fait un cheminement personnel pour mes élèves en tout cas, pour leur permettre de trouver leur propre posture et empreinte professionnelle. Alors, vous avez créé effectivement votre propre école qui s'appelle Altiora. Oui, c'est ça. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Absolument. Altiora. Et il y a le petit logo qui se trouve sur le visuel qu'on va mettre plein cadre pour que tout le monde puisse le voir suffisamment. Et puis, on va revenir bien sûr sur votre parcours de vie. Alors, l'idée, c'est de se dire aussi, je suis obligé de me faire l'avocat du diable, c'est de se dire, pourquoi vous ? Quelle légitimité ? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres n'ont pas dans cette école, notamment de coaching, et ce que vous préconisez dans vos accompagnements ? Alors, c'est pas à propos de moi. Pour moi, c'est pas moi le sujet, en fait. Non, mais vous êtes le cœur du système. Bien sûr, c'est moi. Alors, je vais dire que je suis le cœur et la tête pensante, mais en fait, autour de moi, c'est comme une grande constellation. Il y a tous mes élèves, il y a toutes les personnes qui vont, en fait, du coup, se former aux lois du vivant, parce qu'on n'est pas en train de parler d'une méthode, j'ai envie de dire, figée, miracle. On est en train de parler des lois universelles du vivant.
on est en train de parler de notre essence profonde. Donc là, il n'est pas question de moi. Il est question de ramener chaque être, en fait, au cœur de son essence et de rappeler à chaque personne, en fait, qui elle est profondément. Je parle des lois universelles. Donc, quand je parle des lois universelles, je parle des lois du macrocosme, donc de l'univers dans sa globalité, qui s'appliquent aussi, selon les sagesses ancestrales, d'où la neurosagesse, aux êtres que l'on est, donc au microcosme. Donc, en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et très clairement, la neurosagesse, oui, c'est moi, parce que j'ai combiné des pratiques pour qu'elle soit plus impactante. Mais ce qu'on voit surtout, en fait, c'est que ça existe dans les sagesses ancestrales, dans les peuples premiers, depuis des milliers, voire des millions d'années aujourd'hui. Bien sûr. Donc en fait, moi, ce que je veux juste, c'est revaloriser ces savoirs ancestraux-là pour que chaque être puisse y trouver son essence. Et donc ceux qui ont déjà fait des formations ou qui ont déjà eu recours à différentes écoles, peut-être, ou centres de formation de coaching, ça veut dire que les autres n'ont pas cette valeur ajoutée ? En fait, aujourd'hui, la neurosagesse, il n'y a que moi qui l'ai. Et sur les lois du vivant, non. Mais si on part du principe que la neurosagesse est une sorte voilà, j'allais prendre une expression qui n'est pas vraiment la bonne, disons que je vais éviter. Mais en tout cas, c'est quoi ? C'est un concentré de différentes approches, de tout ce que vous avez pu apprendre, et vous l'avez adapté à votre façon et à votre personnalité ? Non, je ne l'ai pas adapté à moi, je l'ai adapté en fait au fonctionnement de l'être humain. En fait, je vais vous donner un exemple très concret pour l'illustrer parce que ça me semble important. Quand vous voulez, c'est l'exemple que je donne souvent dans mes formations, quand vous voulez planter un arbre fruitier, okay, la première chose que vous allez faire, c'est préparer le terrain, vous allez préparer la terre. Vous allez l'enrichir, vous allez mettre peut-être de la permaculture, retirer les mauvaises herbes, etc. Mais vous n'allez pas juste planter la graine en vous disant, par l'opération du Saint-Esprit, ça peut marcher, hein, mais généralement, les résultats, ils sont nettement moins probants que si on prépare le terrain, qu'on l'enrichit, qu'on le nourrit. L'espace de votre conscience, c'est exactement la même chose. Si j'emmène un changement dans une terre qui est remplie de mauvaises herbes, qui est mal nourrie, qui est maltraitée depuis de nombreuses années, la graine du changement en fait, ne prendra certainement pas de la même manière que si moi, j'ai préparé en amont en fait, le terrain de la conscience en fait, vraiment, de mon consultant ou de la personne en tout cas qui peut rejoindre la maison. Et ça, on voit vraiment réellement un impact. Donc encore une fois, l'objectif, c'est simplement de ramener les connaissances du vivant à portée de main de tout le monde pour qu'on puisse s'exploiter. Donc, je ne dis pas que je fais mieux que d'autres. Il y a des élèves qui font d'autres écoles pour qui ça fonctionnera très bien. Mais moi, j'emmène vraiment à la pleine responsabilisation et à mon sens, à la pleine connaissance. Et si vous me demandez si aujourd'hui, dans les autres écoles de coaching, on va trouver les neurosagesses ou la sagesse ancestrale, je vous dirais non. Parce que je ne l'ai pas trouvée sur les bancs d'une école. J'ai été la chercher au bout du monde. Alors, c'est précisément ce qu'on veut savoir. Où êtes-vous allé la chercher, cette sagesse ancestrale ? Alors là, majoritairement, on va retrouver tout ce qui touche en fait aux médecines indiennes, donc la médecine ayurvédique, médecine ancestrale, traditionnelle, et beaucoup de chamanisme également. Voilà. Donc vous avez fait tout ça ? J'ai fait tout ça. Où ? Au bout du monde, en Inde. Je suis partie étudier en Inde pendant de nombreuses années. Donc à Dharamshala notamment. Et puis après, je me suis pas mal baladée du coup de l'autre côté en Amérique. Ça, c'est une première valeur ajoutée. Oui. Incontestablement. Totalement. Mais parce que voilà, aujourd'hui, vous suivez... D'abord, il n'y a même pas de diplôme de coach officiel. Non, en fait, la profession n'est pas reconnue en France. En plus, en 48 heures, vous pouvez être coach. Oui. C'est vrai, hein ? Vous achetez 3 formations sur Internet, c'est réglé. Et je le déplore. Et j'imagine bien. Non, mais c'est pour ça que c'est important. Et pardon si mes questions sont un peu parfois provocantes, mais c'est important de remettre un petit peu les choses dans le contexte. Et c'est vrai que quand je vois arriver ce mot coach, je me dis, allez, allons-y. Et vous avez véritablement quelque chose de singulier. Et au fur et à mesure de l'émission, on va s'en rendre compte. Il y a un mot que vous utilisez, au-delà effectivement du process neurosagesse, et on va y revenir, c'est le mot maison. Oui. Parce que, et vous insistez aussi là-dessus, et c'est d'ailleurs même en plus le logo de votre école. Pourquoi vous utilisez ce mot ? Parce que je ne suis pas une école et que je ne veux pas en être une. Parce que dans l'école, il y a quelque chose, alors je vais peut-être avoir des émotions parce que ça compte beaucoup pour moi, mais c'est OK. En fait, il y a une différence pour moi entre une école où il y a une posture de maître, en fait, une posture haute qu'on retrouve beaucoup, d'enseignant à élève. Et des fois, ça peut donner à certaines personnes, et je le vois vraiment, un complexe d'infériorité, en fait. De sachant aux autres. Exactement, c'est tout à fait ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas reproduire. Alors, je ne dis pas que ça ne m'arrive pas, j'essaye de faire attention, en tout cas, et d'être vraiment très consciente là-dessus. Mais aujourd'hui, nous, dans nos process dans la maison, ça n'existe pas. Et ça existe d'autant moins que chaque personne que vous avez en face de vous, et vous le savez mieux que personne, en fait, est un enseignant pour autrui. À quelque chose, en fait, si on garde le cœur ouvert, à quelque chose à lui transmettre. Et moi, je veux aussi qu'on puisse sortir du protocole et des règles, en fait, toujours très standardisées, très figées. Oui, il faut de la structure pour accompagner, c'est certain. Mais en fait, il faut qu'on arrête
de tout quadriller en permanence, et il faut qu'on laisse la place au vivant. Nos inconscients sont tous les uns et aux autres connectés en fait. Si on sait se mettre dans un canal de réceptivité pour l'autre, on peut voir des choses dans sa manière de se tenir, dans sa manière d'être, de bouger les yeux en fait au niveau neuroscientifique, de parler, de respirer. On peut aller chercher tellement d'éléments à partir de ça. Mais ça, on peut pas le faire si notre mental est en train de se dire quel protocole je vais utiliser maintenant. Et en fait, c'est pour ça que je dis aussi qu'il faut sortir de cette optique. Et l'école fait la même chose. L'école, aujourd'hui, forme des petits soldats. On voit bien, les enfants ont de plus en plus de difficultés à affirmer à leur singularité à l'école. Et le système scolaire, en fait, essaye de se renouveler un petit peu. Alors, pourquoi vous appelez ça la première école de coaching alternative ? Il faut enlever le mot école. En fait, c'est vrai. C'est une question que je me pose énormément en ce moment. Mais c'est parce qu'encore une fois, c'est une optique d'être intelligible. Et j'ai sûrement tort sur ce point-là. Ça, c'est un autre... c'est pour qu'on comprenne mieux tout de suite de quoi il s'agit. Exactement. Vous auriez pu mettre centre, vous auriez pu mettre... Enfin, peu importe. Oui, je dis centre de formation parfois. Mais j'avoue qu'en fait, c'est en questionnement, ça. En tout cas, à titre très personnel. Mais la maison, c'est pas qu'uniquement pour ça. Dites-nous. La maison, c'est parce que pour moi, c'est pas qu'une école de coaching aujourd'hui. Ce que j'emmène, c'est un espace de sécurité intérieure où on peut vraiment arriver avec sa singularité. Que vous n'avez pas eu. Que je n'ai pas eu, tout à fait. À titre personnel. À titre personnel, dans mon familial. Histoire. Ouais. En fait, c'est la maison que j'aurais aimé vraiment porter et avoir quand j'étais enfant. Et ça m'est venu un matin, juste avant le début de l'émission, on en parlait un petit peu, mais en fait, un matin, je me suis levée en me disant, mais c'est ça en fait, c'est exactement ça. C'est tout ce que j'ai vécu jusqu'ici m'a emmené à créer cette structure-là, à créer cette maison-là. Et j'ai envie qu'en fait, ce soit plus qu'un espace où on vient apprendre des méthodes d'accompagnement, j'ai envie que chaque personne puisse se dire, je vais y trouver qui je suis, je vais y trouver mes ressources, des ressources d'intelligence émotionnelle, relationnelle, de la sécurité intérieure, un travail sur mes liens d'attachement, peut-être toutes des choses que je n'ai pas vécues quand j'étais enfant. Et ça vient combler et rattraper ce que vous n'avez pas eu pour le coup. Je ne sais pas si ça vient combler, parce que pour moi, c'est plutôt l'aboutissement, en fait. Ça vient combler, je pense pas. Je pense que je suis arrivée à un stade où j'ai... c'est le chemin d'une vie, le travail sur soi. Mais je pense que je suis arrivée à un stade où j'avais envie de mettre au monde ce qui, moi, m'a permis d'en arriver là, où j'en suis arrivée, en fait. C'est plutôt ça pour moi. Donc, c'est plutôt un aboutissement que combler. Combler, c'est pas le mot juste. Donc, c'est une maison. Donc, c'est une maison, exactement. Altiora. Voilà, qui veut dire ? Alors, c'est un mot qui vient, en fait, du coup, du latin. Et donc, il y a or, déjà, dedans, parce qu'en fait, on a tous de l'or, on a tous une sagesse profonde. C'était important pour moi de l'ajouter. Et altior, en fait, c'est la capacité, on retrouve les 3 premières lettres, l'altitude. C'est la capacité à s'élever vraiment vers le ciel en plongeant dans ses profondeurs. Donc, nous, quand on va travailler, en fait, on va travailler beaucoup sur la racine des problématiques, ce qui est plutôt rare dans le coaching. Généralement, en coaching, on ne va pas à la racine, on est plutôt tourné vers l'avenir. Nous, on va faire un petit tour dans les blocages et la charge émotionnelle des blocages dans le passé, et on va venir avoir un impact sur le présent et sur l'avenir. Ce qu'effectivement, on n'a pas nécessairement... Parce que quand on va dans une école de coaching, la plupart du temps, on vient apprendre et expérimenter quelque chose. On vient acquérir une pratique. C'est souvent ce qu'on fait. Attention à vos cheveux sur le micro, parce que sinon, ça va faire du bruit. Voilà, super. Mais on dit souvent d'ailleurs que avant de commencer à vouloir devenir coach ou thérapeute, commençons déjà par faire un travail sur soi. Et le fait d'aller explorer peut-être certaines choses de notre être, dans votre accompagnement et ce que vous préconisez au sein de la maison, ça commence par ça déjà. Commençons par ça. Pour moi, on ne peut pas, alors je vais peut-être être un peu cash, on ne peut pas accompagner ce qu'on n'incarne pas en fait. C'est pas possible d'aller accompagner quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes expérimenté. Les plus grands outils que vous allez vouloir donner aux personnes que vous accompagnez, si vous ne les avez pas expérimentés, si vous ne savez pas ce que ça vous fait, en fait, ce que ça peut générer chez l'autre, vous allez manquer d'empathie. Vous allez manquer quelque chose, en fait. Vous allez manquer de synchronisation, de connexion avec la personne. Donc, avant même de devenir accompagnant, on apprend à se connaître. On travaille son niveau de conscience, son niveau de présence, son niveau de connaissance. Et c'est pour ça que pour moi, on ne peut pas devenir coach comme ça. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Il faut du temps pour le coup pour faire ça. Donc, du coup, la formation dure combien de temps chez vous ? Alors, chaque personne a l'espace et le rythme qu'elle veut. Okay, mais par contre, elle a sa place dans la maison pendant 2 ans. Ça dure 2 ans ? Pendant 2 ans, exactement. Et à raison de ? Chacun à son rythme ? À son rythme, par contre, on a des rendez-vous en collectif et des immersions annuelles. D'accord. Donc, c'est ce qui va nous permettre aussi, en fait, de nous retrouver et de challenger un petit peu, parce que c'est facile, c'est une école qui est majoritairement à distance. Dites pas école, c'est une maison. C'est une maison, oui, qui est majoritairement à distance.
Non, vous avez raison. Non, mais moi, je ne fais que reprendre ce que vous dites. Tout à fait, mais vous avez raison. Et l'objectif, c'est de vraiment permettre, en fait, aux personnes de se challenger un petit peu, de les challenger, en tout cas, très régulièrement. Elles ont une coach business pour ça, une coach, head coach pour ça. Alors, on va voir aussi votre parcours de vie dans un instant, mais la définition de neurosagesse. D'où ça vient, ça? Parce que là aussi, pardon. Oui. Il y a deux mots que l'on entend à tout va. Coaching, on vient d'en parler, coach. Ouais. Et neuro quelque chose. Tout le monde parle de neuromachin, neurotruc, c'est neuroscientifique, c'est des neurosciences, et c'est neuromachin, et vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que la science met tout le monde d'accord, donc tout le monde se cache derrière la science. Enfin, je pense que très clairement, ça vient de là. Moi, je pourrais pas vous dire exactement, pour moi, c'est comme la maison. Ça m'est apparu... Enfin, j'ai pas forcément cherché. Je voulais créer un mouvement, c'était sûr. Je voulais créer un mouvement où les gens, en fait, puissent se retrouver, se réunir et je voulais qu'ils puissent trouver leur tribu. Vous voyez, quelque chose, tribu, sagesse ancestrale. Parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai trouvé, en fait, aux quatre coins du monde. Et je voulais pas seulement qu'ils viennent se former et se rencontrer, je voulais qu'ils tissent des liens, parce que c'est en rentrant en lien avec le monde qu'on rentre en lien aussi avec soi. Et donc, la neurosagesse, c'est arrivé, en fait, un beau jour où je me suis dit, attends, Eugénie, vous savez, il y a des moments où on a des éclairs de génie, sans jeu de mots, mais... Et en fait, on se regarde un matin et on se dit, mais oui. Et pour moi, c'était juste logique parce que mon approche, c'est une combinaison, donc holistique, on l'a vu, tête, cœur, corps, mais des neurosciences qui me fascinent, qui me passionnent depuis de nombreuses années. Moi, je suis une grande intellect, je suis un profil 7 en numérologie, donc j'aime bien tout comprendre. Avec les sagesses ancestrales, avec le monde opposé, c'est-à-dire les choses qu'on ne peut pas rationnellement parfois expliquer. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ce que tu fais. Et à ça, j'ai ajouté, je dois le dire, mais ça ne s'intègre pas dans le mot, la psychopratique, puisque moi, je viens de la psycho. Vous comprenez aussi pourquoi j'ai étudié la racine des problématiques. Et je me suis dit, mais ce mot, en fait, voilà, je le dis, ça vibre encore en moi aujourd'hui. Je trouve que c'est l'illustration parfaite, en fait, de ce que je peux transmettre ou amener dans la maison, en tout cas. C'est la maison des neurosagesses. Ou de la neurosagesse. C'est ça, on forme à la neurosagesse. On forme à la neurosagesse, c'est magnifique. On transforme plutôt qu'on forme. C'est pour ça que tout à l'heure, vous m'avez dit, parce que j'ai dit, ça, il faut que j'en parle, et vous m'avez dit parler de quoi, je vous dirai après. Parce que vous dites qu'effectivement, il serait quand même... On se dit que dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, c'est vraiment à se demander s'il n'y a pas une volonté de ne pas réussir, de faire en sorte que l'on ne réussisse pas. Et vous dites, ça serait incroyable qu'on puisse intégrer ça un jour à l'éducation nationale. On travaille dessus. et dire, tiens, au lieu d'aller faire j'ai dit l'autre jour, au lieu d'aller faire des cours de flûte ou de pipeau qui servent absolument à rien, j'ai dit ça, je me suis fait, donc je réitère, qui ne servent absolument à rien, professeur de musique, pardon, mais pour ceux qui veulent vraiment apprendre la musique, je vous invite à aller dans les vraies écoles de musique ou éventuellement au conservatoire, comme ce que j'ai fait, mais pas des cours de flûte. On devrait faire des cours de neurosagesse. Alors, je ne sais pas si on devrait faire des concours de neurosagesse, mais en tout cas, permettre à chaque personne de pouvoir expérimenter une forme de... une école de la vie, désolé, il n'y a pas d'autre terme qui vient d'école, mais OK, mais qu'est-ce que sont mes émotions? Bien sûr. Et qu'est-ce qui se joue dans mon corps, en fait? Qu'est-ce que ça vient dire à propos de cette situation-là, quand je le ressens? Peut-être des cours de conscience, en fait. C'est ça. Voilà, en fait, juste ça, des cours de relations aussi. Qu'est-ce qui se joue chez moi quand je rentre en interaction avec l'autre? Parce qu'il y a tellement de choses qui se jouent à ce moment-là. Autour de voilà, c'est de la systémie. Comment est-ce que je peux trouver ma place dans ce monde-là? Qui j'ai envie d'être? Parce que c'est très bien de dire aux jeunes, enfin moi, c'est le cas de mon fils, il est en plein parcours d'orientation, il se cherche, etc. En fait, je me dis que si tous les enfants de son âge avaient ces outils-là, en fait, est-ce qu'ils trouveraient tout de suite leur place? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'en tout cas, leur entrée dans le monde serait facilitée? Mais oui, des millions de fois, oui. Alors, on va parler un peu de vous quand même. Et puis après, on rentrera aussi dans véritablement l'approche que vous préconisez pendant ces 2 ans. À qui ça s'adresse? Comment est-ce qu'on fait? Pourquoi? On ressort avec quoi? Quel est l'objectif? Qui sont ces gens qui ont envie de suivre le fameux cursus d'Altiora? J'ai du mal, hein. J'aurais mis le I après le R. Eh ouais, mais non, c'est la racine latine. Faut pas changer. Ça aurait été plus simple pour moi, mais je dois être 10 quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de fortes chances. Alors, vous avez parlé évidemment de votre fils, et vous dites qu'un des éléments déclencheurs, c'est les problématiques qu'a rencontré votre fils. Oui. En fait, c'était un enfant atypique. Alors, pour revenir, je vais rembobiner la cassette si vous me le permettez.
On sort de la maternité. Au moment où on sort de la maternité, on doit passer le contrôle. Il y a un fameux contrôle là pour vérifier que tout est normal, on va dire, chez l'enfant, chez le bébé. Et en fait, là, le médecin nous voit, mais très vite. Ah, j'ai pas le temps. Enfin, le pédiatre. Oh, j'ai pas le temps. Par contre, il nous pose ça comme ça. Enfin, je trouve ça terrible. Pour un parent, c'était mon premier en plus. Il me pose ça. Il a la bouche qui part un peu sur le côté. Il aura peut-être des troubles du langage. Mais bon, c'est à surveiller. On sait pas de quoi. Ok. Alors, il nous laisse avec ça. C'est resté dans un coin de ma tête et de mon cœur pendant des années. Bien sûr. À cette époque-là, mon conjoint, lui, je pense qu'il a altéré. Vous savez, quand l'information elle est trop conséquente, en fait, et qu'on ne peut pas la traiter émotionnellement, ça se met en sous-jacent, en fait. Ça se met dans une partie de notre cerveau, on archive, mais ça attend de ressortir au moment approprié. Et donc, vers ces 2 ans et demi, 3 ans, des difficultés scolaires conséquentes. Et il avait ce trouble du langage ? Des difficultés à s'exprimer, absolument. Trouble de la communication entrante, mais aussi sortante. Des difficultés à percevoir même ce qu'on disait quand il y avait trop d'informations. Et là, donc, parcours un peu du combattant. On rentre dans un parcours jusqu'à faire des tests génétiques pour savoir si on n'avait pas de problématiques, nous, de notre côté, etc. Bon, bref. J'avais pas ce niveau d'éveil à cette époque-là, donc je suis gentiment, j'ai envie de dire, le parcours qu'on me trace. Ouais, classique. Et voilà. Et petit à petit, je sens que des choses me dérangent, en fait, et que on lui met une étiquette, donc très vite, de dysphasique. Et puis, il faut tel accompagnement. Donc, il faut qu'il voit un psychopraticien, il faut qu'il voit un psychomotricien, il faut qu'il voit un orthophoniste. Et ça commence à se charger autour de lui. Et je le vois, c'est un enfant, c'est un petit soleil. Il a le cœur sur la main. Il fera de grandes choses dans la vie. C'est un altruiste. Il a vraiment quelque chose. Et je vois qu'en fait, ça le charge. Je commence à sentir que... Et moi, je me sens impuissante parce que je n'ai pas cette connaissance que j'ai aujourd'hui, en fait. Et je me dis, c'est pas possible, on peut pas continuer à l'accompagner de manière standard, il faut aller plus loin, il faut creuser, il faut faire quelque chose. Et la puissance d'une mère, je crois, qui est prête à tout déployer pour ses enfants. Donc je commence à me former, je veux comprendre comment fonctionne le cerveau en fait. J'ai envie d'aller plus loin, je veux savoir comment je peux l'accompagner, je me mets à lire plein de livres, je commence des formations à distance, et en fait ça me fascine. Et je commence à comprendre comment je fonctionne moi, ça me crée un écho en miroir, c'est ce qui me fera... comprendre mon profil psychologique en tout cas, et c'est le déclencheur de tout en fait, c'est grâce à lui. Je pense que s'il n'avait pas eu ça, j'en serais pas là. C'est mon carburant le plus précieux. La maison, c'est aussi pour incarner ça en fait, et donc petit à petit je me mets à rentrer en rébellion, mais sainement, et je décide d'arrêter tous ces accompagnements. En fait, j'en ai marre parce que j'ai envie que ce soit l'enfant qu'il a envie d'être en fait. Et il n'y avait pas de résultat ? Il y avait des résultats, mais il était fatigué. En fait, il avait le parcours scolaire, une aide à l'école, et en plus, le soir, il avait ses devoirs, il fallait l'accompagner, il avait besoin de beaucoup plus de temps. Puis, le rendez-vous très tard chez le psycho. Quasiment tous les soirs, il avait en fait un accompagnement. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas une vie pour un enfant. Est-ce qu'il aura vraiment envie de se rappeler de ça quand il va grandir ? Est-ce que c'est la seule chose qu'on va lui laisser ? Et je me suis dit, stop, tant pis en fait. Ça sera un enfant comme il a envie d'être, et on va lui laisser l'espace d'être. Et là, pour moi, c'est le plus gros déclencheur de ma vie, en fait. Pour vous ? Ah oui, pour moi. Mais pour lui ? Ah, mais pour lui aussi. Mais parce que pour moi, en fait, c'est le moment où je commence à écouter mon cœur et mon instinct de maman, en fait, pour lui laisser la liberté d'être. Et quand je vois le jeune homme qu'il est devenu aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Et pourtant, ça a été difficile. Alors, parce que ça aussi, on ne peut pas évidemment se substituer à un avis médical. Bien entendu. C'est une responsabilité que vous avez prise, parce qu'effectivement, vous considériez que ça n'était pas suffisamment, sans doute, efficace, et qu'il y avait un impact plus négatif que positif, pour le coup, pour votre fils. Sauf que quand vous décidez d'arrêter ça, qu'est-ce que vous mettez en face pour pallier justement à l'accompagnement ? Au début, rien. Okay. Au début, rien. On le laisse juste respirer, en fait. Et ça tombe, en plus, ça tombait au début des vacances scolaires, donc on le laisse respirer, on se dit, on fera le point en septembre. Et en septembre, en fait, il a envie de faire plus de sport. Et on le voit s'épanouir dans le sport. Mais quand je vous dis s'épanouir, c'est vraiment performer, s'exprimer, commencer à prendre sa place, en fait. Parce que pour le coup, il n'avait pas le temps de le faire avec l'emploi du temps qu'il avait avant. Et puis, même le peu qu'il y allait, en fait, il était tellement fatigué par tout le reste, par toute la charge mentale que ça lui octroyait. En fait, on lui demandait d'être en fait, on était en train de forcer son rythme. Quand je vous parle des lois du vivant, on était en train de forcer son rythme naturel. Et il n'avait pas l'espace d'être pleinement lui-même. Son système nerveux était à cran comme c'est pas possible. C'était un enfant. Donc c'était pas OK en fait. Donc il fait du sport. Vous voyez l'évolution, l'épanouissement.
Et l'ouverture. L'ouverture. On fait plein d'activités, on l'emmène vivre des choses. Il y a eu plein de rebondissements au milieu, mais en tout cas, il retourne voir régulièrement. Je n'ai pas enlevé le neuropédiatre. Okay. Il a quand même son suivi annuel neuropédiatre. Et en fait, son neuropédiatre, je me rappellerai toujours, à un moment donné, nous dit il va bien, en fait. Enfin, il va bien. Il a évolué à son rythme, mais vous avez eu raison, en fait. Et pourtant, Dieu sait que je me suis heurtée à autant personnellement dans mes proches qu'au niveau médical, de prendre cette décision. Et là, je le vois aujourd'hui et je me dis, OK, c'est... Quel âge il a aujourd'hui ? Il a 15 ans. Il a 15 ans, donc il est chiant. Il est en plein questionnement adolescent, test des limites, complexe du homard, tout ce que exactement, donc il est chiant. Mais comment il s'appelle ? Tristan. Tristan, salut Tristan. Et bravo d'avoir une maman comme ça. Alors du coup, c'est ce qui a contribué à la création et l'approche de la neurosagesse ? En fait, c'est sa différence, vraiment, et son unicité qui m'ont fait prendre conscience que, déjà, c'est un miroir, que ça existait chez moi aussi, sous d'autres formes, que ça existait chez tout un chacun, et qu'en fait, j'avais envie d'emmener chaque personne à cesser de rentrer dans ce moule dans lequel on a envie de tous rentrer, d'où le fait de ne pas non plus porter d'étiquette, et de créer quelque chose d'alternatif. À la base, mon objectif, ce n'était pas d'aller contre ce qui existait, mais plutôt de créer un espace où les gens qui sentent, en fait, qui sont différents aussi, qu'ils ont quelque chose à apporter au monde, qui voient... Parce que ce qu'ils faisaient, au final, c'était qu'ils voyaient le monde sous un autre prisme en permanence, mais comme les autistes. Ils voyaient le monde sous un autre prisme, et c'était hyper intéressant. Et chaque fois, il disait certaines choses, et je me disais, tiens, je ne l'avais jamais vu de cette manière-là, en fait, il a raison. Et il continue aujourd'hui. Et ma fille aussi, sous un autre registre, parce que c'est une petite Amazone, et elle remet en question tous les concepts. Les chiens ne font pas des chats, on est d'accord. Mais en fait, ça m'a donné envie d'accompagner au plus proche, vraiment, de l'essence de l'être humain. Et c'est pour ça qu'aucune séance ne peut être similaire. On ne peut pas dire qu'il y a une méthode miracle pour tout le monde. C'est du bullshit. Bien sûr. Et donc, la neurosagesse, c'est un programme ? C'est-à-dire ? Ce que vous préconisez au sein de Altiora, c'est la neurosagesse, donc c'est un programme ? Alors, je ne sais pas si le bon terme, c'est un programme. Pour moi, c'est un cheminement. Cheminement, ok. En fait, c'est un mouvement, comme vous avez dit tout à l'heure. Exactement. Ouais. Et dedans, on va retrouver, en fait, les fondamentaux du vivant. Donc, on a, si vous voulez, c'est une méthode moi j'aime bien cette image, qui va se modéliser, se mouler autour de chaque être, en fait, comme un petit cocon. Voilà. Et en fonction de l'histoire de vie de chacun, en fonction de ce qu'il a vécu, de ses perceptions, ça va lui donner les ressources, les outils, en fait, pour se rendre compte que il a tout à l'intérieur de lui, et c'est un peu un trampoline sur lequel les gens vont sauter pour pouvoir après... Mais pour le coup, la maison, c'est pour pour ceux qui veulent être professionnels. Absolument. C'est ça, c'est pas pour... Alors, on en a un. On a des gens qui viennent... c'est pour ça que je vous dis que le terme école de la vie, on a des gens qui viennent, qui n'ont pas forcément vocation en fait, à en faire leur métier, mais qui veulent se rencontrer, se comprendre, apprendre à s'aimer, mieux comprendre leurs proches. Oui, on a des gens comme ça. Oui. Et on les accueille à bras ouverts. Évidemment. Et je pense que ça doit être, en plus de ça, c'est pas le bon mot, mais c'est un peu des expérienceurs qui permettent aux professionnels qui vont suivre le cursus de pouvoir tester en grandeur nature. Ces gens qui, pour eux, ils vont pas devenir professionnels pour le coup, ils ne le font que pour leur épanouissement personnel. En fait, il y a comme un mécanisme de... On pratique beaucoup dans la maison, ils ont énormément de pratiques, et donc ils vont se pratiquer, il y a des ateliers de travail, ils vont pratiquer les uns sur les autres. Donc en fait, oui, mais ils se le rendent mutuellement, en fait. Parce que c'est pas que dans une optique d'être accompagnant, c'est dans une optique d'être un humain, en fait. La dimension humaine semble importante. Oui. Moi, c'est mon moteur, c'est mon carburant, c'est ce pourquoi je me lève chaque matin. Donc oui, ça m'émeut. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça vient chercher chez vous qui, justement, vous procure cette émotion-là ? Parce que si ça vous procure cette émotion-là, et pourtant, je ne suis pas... Pardon, je ne veux pas vous... Ah non, mais je vis très bien. C'est naturel. Donc. Mais sauf que si c'est naturel comme ça, c'est que ça doit réveiller chez vous certaines choses qui n'ont pas été dites, comblées, qui n'ont pas été révélées, ou non ? Parce que pour que ça procure quelque chose d'aussi fort... c'est ma passion, en fait. En fait, c'est une passion. Et ce que ça révèle, je le sais, c'est mon histoire de vie. Mais en fait, pour moi, notre histoire, elle a comme deux versants.
Et en fait, on choisit d'en nourrir un ou de nourrir l'autre. C'est un petit peu comme l'histoire des Amazones et des loups, du loup blanc et du loup noir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins là, il y a de la sensibilité, il y a ce tournage, c'est tellement extraordinaire à vivre comme expérience, mais il y a beaucoup moins de charge émotionnelle et énergétique associée à mon histoire. Et s'il y en a une, je sais l'utiliser comme moteur pour mon avenir. Et c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie, de faire une croix dessus. Je sais d'où je viens. Je sais que pour venir dans cette émission-là aussi, j'ai vécu des choses, on en a parlé juste avant. Je veux dire, tout nous prépare à vivre ce qu'on doit vivre. Donc, j'ai pu vivre aussi des incompréhensions de la part des miens, de mes proches, voire même du rejet. En fait, je sais ce que j'ai expérimenté, mais je choisis en fait de ne pas en faire une excuse. Je choisis d'en faire un moteur parce que je sais que ça peut servir. Une force, bien sûr. Exactement. Une force, et c'est tout à fait complémentaire. Et on a aussi, dans notre société, besoin d'aller chercher une légitimité chez l'autre. Oui. Qu'est-ce qui vous légitime à dire, moi, je suis jeune, je fais un truc de neurosciences et je vais accompagner des gens qui vont ensuite accompagner d'autres personnes. C'est aussi une responsabilité. Et je suis complètement d'accord. Et c'est un point que je ne prends pas à la légère, clairement, fondamentalement. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, vous disiez, je suis le cœur de la maison, je suis la tête pensante, mais je suis aussi un petit peu le poumon. Parce que j'aime être présente pour tous mes élèves. Je les connais d'ailleurs quasiment tous personnellement, et pourtant on parle de plus de 1700 personnes à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est important en fait pour moi. Et je sais d'où ça vient. Cette histoire que j'ai vécue avec mon fils, c'était juste un miroir. La différence, elle est là. Je sais que j'ai une différence. Depuis que je suis toute petite, je pose des questions à ma mère, elle n'en peut plus. Maman, pourquoi on vit? Pourquoi on respire? Qu'est-ce qui se passe quand on respire? Maman, pourquoi est-ce que cette personne-là est dans cette difficulté-là en fait? Comment est-ce qu'elle en est arrivée là? J'avais 5 ans quand je commençais à poser ces questions-là. Mais t'es trop petite. La phrase qui m'a le plus caractérisée, c'est « Eugénie, tu portes le poids du monde sur tes épaules ». J'ai toujours entendu ça, toute mon enfance, mon père, ma mère. C'est « Ok, tant qu'à porter du coup quelque chose, autant choisir ce qu'on porte exact. Et le porter et l'offrir au monde ». Ouais. Et justement, ces voyages dont vous avez parlé tout à l'heure, l'un des autres, ils sont venus justement corroborer tout ça, j'imagine. Et c'était pas un voyage touristique pour le coup. Ah, ça n'a jamais été aucun... Ça n'a jamais été un voyage touristique. Non, non. L'Inde, ça a été, c'est pareil, ça fait partie des choses qui ne s'expliquent pas. L'Inde, c'est, en fait, j'ai une période de ma vie assez difficile où je fais un burn-out, un début de burn-out en tout cas, et je me mets à intégrer le yoga dans ma vie. Et donc je pousse, je vais me former, je fais plein de choses, et je me dis à un moment donné, il me manque une dimension de l'être. Je suis en train de toucher à quelque chose, il faut que j'aille beaucoup plus loin. Et je ne sais pas ce qui se produit, je fais des recherches et en fait, sur Internet, je tombe à un moment donné sur une formation en anglais à Dharamshala, au siège du Dalai Lama, dans une clinique ayurvédique. Donc, un de mes premiers voyages, j'avais encore jamais laissé mes enfants. Ils étaient déjà là. Ouais. Ils étaient déjà là, ah ouais. Donc, un tournant important aussi. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'en parlais avec mon chauffeur de taxi, comme quoi. Et en fait... je me dis, il faut que je parte. Je ne peux pas l'expliquer, c'est hyper compliqué à expliquer à mon conjoint de l'époque qui a beaucoup de mal à comprendre. Il faut que je m'attende 3 mois et demi, j'ai 2 enfants à charge. Ma famille ne comprend pas, personne ne comprend. Je connais cette histoire, il y a une autre personne qui est venue nous raconter exactement la même chose. Voilà, ça m'enlève les tripes en fait, et je me dis, mais pourtant il faut que je parte. Donc je leur prépare un petit truc, un calendrier, vous savez, avec des rouleaux de papier de toilette, où chaque jour ils peuvent ouvrir une... pour essayer de me déculpabiliser et d'être présente pour eux malgré tout. Et en fait, je pars. Et je pleure. Je sais que ça avait un lien à l'époque avec mes liens d'attachement, mais je n'avais pas la connaissance à cette époque-là, donc maintenant je peux le dire. Et je pleure tout le trajet. J'ai eu le steward qui me dit « Madame, ça va ?» Je dis « Oui, ça va aller, ça va aller. » Et en fait, première rencontre avec l'amour, je crois. Le premier médecin, en fait, Arun, qui est un Vaidya, donc médecin de père en fils, en fait, dans les sagesses ancestrale indienne et ayurvédique. Et en fait, l'amour incarné. Il vous regarde, il peut vous dire là où est-ce que vous êtes en déséquilibre. Il prend 2 minutes, même sans prendre votre pouls. On parle de pouls, on parle d'iris, on parle de tellement de choses. Et en fait, il va me dire beaucoup de choses, mais sur mes déséquilibres, et je vais vivre des choses extraordinaires à ses côtés. Je vais apprendre comme j'ai jamais appris. Mais je ne sais pas comment vous dire, l'apprentissage, et c'est ce que je retranscris dans la maison, c'est que ce n'est pas un manuel, en fait. C'est une transmission tellement profonde et tellement naturelle que ça vous semble logique. C'est un retour à vous.
c'est pas comme si vous étiez en train de faire médecine et vous apprenez la relation avec ça. Bien sûr le que truc ça, c'est très important. théorique. Mais là, c'est quelque chose dans l'âme, dans l'être, en fait. C'est très profond, en fait. Mais déjà, rien que j'étais déjà, quand on sent, et on ne se connaît pas, mais quand on sent effectivement le côté un peu fusionnel que vous devez avoir avec vos enfants, et de se dire comme ça que vous êtes obligé de partir 3 mois, c'est que l'appel doit être d'une fulgurance et d'une puissance. C'est dur. Hein. C'est sûr que ça doit être très, très dur. C'est dur, et d'autant plus, en fait, suivre sa vérité, ça coûte aussi... c'est la discussion qu'on avait avec mon chauffeur de taxi. Il y a des êtres extraordinaires de partout. Quand on suit sa vérité, ça a parfois... Très souvent, il faut être prêt, parce qu'on sert un prix, en fait. Ça a un prix. Il y a comme dans l'univers, en fait, c'est la loi de la polarité ou de la dualité. Tout existe avec son contraire. Et donc, partir et me trouver là-bas, à travers tout ce que j'ai vécu, ça m'a coûté beaucoup de critiques, des incompréhensions, des difficultés avec mes proches, avec ma famille. Sûr. Et parfois, il y a eu un moment un peu de reproche de mes enfants. Et aujourd'hui, ils ont grandi. Et en fait, petit à petit, ils se rendent compte de ce que ça leur... Parce qu'ils comprennent et puis s'éveillent en termes de conscience. Et ils sont en train de comprendre, en fait, à quel point c'était précieux. Et si j'avais pas fait ça, jamais ils auraient pu, eux, se dire qu'ils pouvaient modéliser ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'ils vont se dire. Et c'est les adultes qui deviennent, ce qu'ils vont regarder, et c'est ce que je leur invite à regarder, en tout cas, ils vont pas se dire pendant 3 mois, ma maman a été absente. Ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est si elle s'autorise à le faire, c'est que moi, j'ai le droit. Et c'est ça, en fait, ce sur quoi je me concentre en permanence. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Ça me demande encore du travail émotionnellement et dans ma posture, mais j'y tiens. Comment se passe le retour ? Vous êtes changé ? Sur le moment, c'est une catastrophe. Tout arrive toujours pour notre bien. Je fais un urticaire géant. Mon premier avion est annulé. Je fais un urticaire géant. J'arrive pas, je mets 3 à 4 semaines, j'arrive pas à manger la nourriture française. J'ai perdu le goût. L'Inde, c'est l'amour ou l'inverse. C'est où on l'adore, c'est Mama India, ou alors elle nous transperce, nous bouleverse. Et moi, je l'aime profondément. D'ailleurs, je suis retournée, donc je l'aime. Mais le retour, c'est vraiment difficile. C'est un moment de solitude extrême parce que ce que j'ai vécu, c'est un moment où je me dis, mais personne ne pourra jamais comprendre ce que je viens de vivre. Et en même temps, c'est une expérience extraordinaire parce que je fais un urticaire géant et que je retourne voir la médecine conventionnelle et que je leur expose ma situation. Et là, on me dit, oh, bah, vous avez dû prendre un parasite. Et donc, je me dis, bon, je vais pas me botter en touche, je vais faire les examens. Mais j'envoie un message à mon Vaidia, à l'époque, Haroun, et je lui enverrai cette vidéo, donc je l'embrasse profondément. Et il me dit, la vie, elle fait jamais les choses au hasard. C'est sûr. Tu es ton propre cobaye. Tu viens d'exercer pendant 3 mois et demi en clinique. Maintenant, fais-toi un diagnostic, fais-toi un bilan. Il est temps de t'occuper de toi. Donc, du coup, je rassemble tout ce que j'ai expérimenté, appris pendant plus d'1 an sur cette phase-là de formation, parce que ça a été beaucoup plus long. Et en fait, je commence à me faire un diagnostic. J'envoie des photos et j'envoie mon diagnostic. Et du coup, il me dit, quel traitement tu te donnerais ? Donc, je me traite à base de plantes. 48 heures, plus rien. Et j'ai vu tellement de choses comme ça en Inde, mais je ne vais pas peut-être m'étaler sur ce sujet de ça. Oui, non, mais bien sûr. J'ai vu tellement de choses de gens condamnés en France, en fait, à arriver là-bas. Oui, je vois bien. J'ai tellement entendu ça. Entre ça et les Vipassana et toutes ces choses-là, absolument incroyables, avec des transformations fulgurantes. Mais après, ce qui est toujours intéressant, c'est 2 choses. 1, le retour à la vie. Ouais. Quotidien de vos enfants, la routine qui s'installe, le fait de se dire je retourne peut-être pas dans le boulot dans lequel j'étais parce que ça m'a tellement chamboulé que je veux autre chose, etc., etc. Et deuxièmement, c'est tout ce que vous avez emmagasiné, tout cet enseignement que vous avez pu recevoir, comment je le mets en place pour la maison et pour mon futur projet. C'est ça, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé derrière. Chacun a son propre rythme pour transformer, mais en tout cas, à mon sens, comme tout existe avec son contraire, il m'a fallu un petit peu de temps. Et puis petit à petit, j'ai commencé à appliquer ce qu'on m'avait appris. En tout cas, ce qu'on m'avait appris, plus que appris, mais transmis, ce que j'avais pu moi-même... Parce que du coup, on a fait un nettoyage entier, un panchakarma, en fait, de l'être. Donc ça vous... Encore une fois, c'est ce que j'ai vraiment ramené dans la maison, cette capacité à plonger à l'intérieur de soi, en fait. Parce qu'on a tellement de ressources, mais tellement. Et j'ai commencé à exercer, en fait. J'ai commencé à exercer.
Donc, a donné, en fait, au début, c'était focalisé sur la médecine ayurvédique. Puis très vite, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aller plus loin. Donc, j'ai poussé sur la médecine des 5 éléments. Et comme vous regardez toutes les sagesses ancestrales, en fait, elles disent la même chose. Ce sont des peuples qui ne se côtoyaient pas, en fait, aux 4 coins du monde et qui sont en train de vous dire la même chose de manière différente. Mais vous parlez de la même essence humaine. Bien sûr. Et donc, voilà, j'ai commencé à l'appliquer pour moi. Donc, dans notre vie, il y a eu beaucoup de changements, en fait, aussi. Progressivement, parce que on était en famille, donc il fallait que tout le monde en fait puisse comprendre les intérêts. Et moi, j'ai jamais voulu emmener personne là où il n'a pas envie d'aller. Donc j'ai emmené des choses qui me parlaient, mais des fois ça résonnait pas du tout avec mon conjoint de l'époque, avec le papa de mes enfants. Donc c'était ok, c'était comme ça. Donc je l'appliquais et c'est pas toujours évident. Non, c'est sûr. C'est certain. On peut imaginer le décalage. Oui. Ça a donc créé un gouffre qui nous a séparés à terme, soyons très honnêtes. Mais j'ai pas de regret à avoir là-dessus. C'était comme ça. Mais avant de partir, il y avait un décalage ou pas ? Il y avait un petit décalage. Ah ok, d'accord. Donc ça n'a fait que confirmer pour Exactement. le coup. C'est ça. Non, oui. vrai. C'est un révélateur. Ok. Donc tout ça, ce parcours de vie que vous avez, toutes ces expériences que vous avez pu mettre en place, font que vous vous dites, voilà, je peux pas garder ça pour moi en fait. Il faut que je puisse le transmettre. Il faut que je le matérialise, parce qu'on vit aussi dans un monde de matière. De concret. Évidemment, et de concret, évidemment. Et donc, c'est là qu'arrive la maison. Oui, alors ça se fait par petits pas. Bien sûr. D'abord, en fait, je réunis, je me rappellerai toujours, j'étais sur la terrasse dans le sud, et en fait, je me dis, OK, tu as besoin de prendre un fichier, de faire comme une mind map géante de tout ce qui a changé ta vie. En fait, et à quel impact, et coordonner en fait aux lois du vivant. C'était fou parce que ça faisait comme des pop-up qui s'ouvraient et des liens qui se faisaient, etc. Et puis j'ai jamais arrêté de me former. Donc en fait, y a plein d'outils qui venaient se greffer là. Mais quand les outils venaient se greffer, ils venaient pas se greffer dans l'essence de ce qui m'ont été transmis. Ils venaient se greffer, voilà, comme si 2 outils se combinaient. En fait, se mettaient ensemble. Il y a eu les constellations qui se sont ajoutées. Et en fait, moi, j'ai commencé par accompagner avant de créer mon école. Ça, c'est important. Avant de donner vie à la maison, j'ai accompagné moi. À peu près 9 ans, j'ai eu du cabinet, j'ai eu du distanciel de l'entreprise. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, tu peux plus continuer en cabinet parce que je veux grandir mon impact, en fait. Je voyais les résultats, j'avais les personnes qui me disaient « Waouh, j'ai fait 6-7 années de thérapie et en fait, je viens travailler avec vous et en quelques séances, en fait, je vois tout ce que… » Alors, est-ce que les 6-7 années de thérapie l'ont préparé à arriver jusque-là ? Très certainement. Peu importe le résultat. Mais en tout cas, on est face à ça. Bien sûr. Et il fallait aller plus loin. Et c'est là qu'en fait, la maison est née, petit pas par petit pas, forcément. Elle n'est pas tombée du jour au lendemain, en fait. Mais aujourd'hui, elle est là et c'est une grande fierté. Qui peut venir ? Alors, je ne sais pas si c'est la bonne question. Peut. Parce que tout le monde peut, dans les faits, venir. Qui est accepté ? Majoritairement des profils qui sont prêts à prendre la pleine responsabilité de qui ils sont. Des futurs accompagnants, ou en tout cas des personnes qui ont vocation. Donc, on a des thérapeutes qui sont déjà en exercice et qui veulent monter en compétences. On a des coachs déjà diplômés qui ne se sentent pas du tout à l'aise, qui manquent d'outils, qui ne se sentent pas bien dans leur peau et qui veulent se connaître pour mieux exercer. On a des néophytes, des personnes qui veulent… J'ai beaucoup de gens en reconversion. Et puis, j'ai des personnes qui veulent juste transformer leur vie. Et moi, je trouve ça déjà tellement honorable et tellement puissant. Qui veulent cheminer. Exactement. Mais qui veulent, en fait, le faire depuis un espace de connaissance et de conscience, d'unicité d'eux-mêmes. Et puis, la dernière fois, quand on était en séance avec mes élèves, avec tous ces futurs coachs-là, ils m'ont tellement touchée parce qu'il y en a une, Mélanie, si tu vois cette vidéo, qui disait, en fait, et c'est grâce à elle que j'ai vraiment eu encore une prise de conscience, vous voyez que tout le monde est enseignant, en fait. Et elle dit, moi, en fait, ce qui me touche profondément, ce qui me heurte, c'est quand, en fait, on vient juger des gens qui sont différents, quand on vient leur donner des conseils avant même d'essayer de les comprendre, quand on vient… Et elle avait beaucoup d'émotions à dire ça, et moi, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, en fait, c'est sur ces fondations-là que la maison, elle s'est construite. Comment vous avez construit alors, c'est pas un accompagnement, c'est pas un programme, ce mouvement. Alors, en fait, sur ces 2 ans, attention au micro, comment est-ce que vous avez structuré, en fait, cet accompagnement, ce quoi, comme on dit ?
Ce cheminement. Oui, cette formation, transformation. Ouais, cette formation, transformation. J'ai du mal avec formation parce qu'il y a un côté, mais transformation en tout cas. Autour du fonctionnement du vivant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc autour de très grands piliers en fait. Okay. C'est l'illustration de la maison, si on continue coup sur cette image-là. La maison, elle a une fondation, en fait, où vous n'allez pas faire une maison, bâtir une maison sur des fondations qui soient solides. Donc la première des fondations, c'est comprendre comment je fonctionne, en fait. Quel est mon être? Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Quelles sont les synergies qui existent peut-être entre les neurones qui se situent dans mon ventre et les neurones qui se situent dans mon cerveau? Pourquoi? Qu'est-ce qui se joue? Voilà, la première étape, pour moi, c'est vraiment la connaissance, parce que je ne peux clairement travailler, en fait, que ce sur quoi j'ai de la conscience et de la connaissance. Si je n'ai pas de conscience et de connaissance, en fait, je ne peux pas. C'est comme dans mon angle mort, en fait. Je ne peux pas, je ne vois pas. Donc ça, ce sont les fondations. Ensuite, on a les murs. Et sur les murs, on a vraiment l'unicité de chaque être. L'écologie de chaque individu. Ça, c'est un mot qui est très important dans la maison. L'écologie de chaque individu. Parce qu'on parle d'écologie, de la nature, mais chaque individu a sa propre écologie. Et ça, on le trouve beaucoup dans les neurosciences et notamment dans la PNL aussi. Et ensuite, on a le toit, l'élévation. C'est vraiment quel destin, la mission que je vais me donner, en fait, comment je vais m'élever vers quelque chose de plus grand. Donc, la maison est construite autour de ça, avec un accompagnement, en fait, à la réalisation aussi. 2 ans. Alors, c'est 1 an, renouvelable. Okay. Voilà, 1 an. Mais en gros, ils ont 2 ans possibles dans la maison. On trouve toujours des accords s'il y a besoin de prolonger. Ouais. Et donc, vous avez déjà 1700 personnes qui ont suivi le parcours. Exactement. Magnifique. Ouais. Et aujourd'hui, ce sont tous des accompagnants, enfin, beaucoup sont accompagnants. Non, pas tous. On n'a pas que des accompagnants. On a des personnes... En fait, la maison transforme. Il y a un avant, un après. Donc, des fois, on pense rentrer pour certaines raisons. Et puis, sur le chemin, on en trouve d'autres. Est-ce que des gens qui ont voulu expérimenter ce que vous avez expérimenté, c'est-à-dire aller en Inde, vivre aussi comme ça, cet espace de 3 mois un peu coupé de tout, il y a des gens qui ont suivi ça? Qui ont fait ce que j'ai fait? Oui, il y a des gens qui sont partis. Ouais. Après, l'idée, là, c'est... Moi, j'adore les sagesses ancestrales. Je pars encore là demain, après notre tournage au bout du monde. Donc, mais moi, j'y vis quelque chose d'extraordinaire à chaque fois, en fait. C'est une rencontre avec d'autres spiritualités. C'est une rencontre avec des êtres, avec de l'amour, avec tellement de choses. Mais c'est aussi une rencontre avec moi-même, finalement, puisque tout n'est que miroir. Mais je ne crois pas qu'on ait à partir au bout du monde pour se trouver. Je crois que pour certains, ça sera le cas. Pour d'autres, non. Par contre, ce qu'ils vont trouver dans la maison, c'est le bout du monde sur leur canapé, quoi. donc voilà. Mais c'est pas une obligation et je crois qu'il faut pas en faire une égérie, vraiment. Vous partez combien de temps? 15 jours. Ça va. Ouais. C'est pas... Là, c'est léger. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous n'allez pas repartir 3 mois pour les petits, quand même. Non, je les emmènerai la prochaine fois. Ah bon, c'est l'objectif. Bon, c'est l'objectif. Et donc, vous partez où? En Thaïlande. En Thaïlande? Oui. Là aussi... Que de savoir, que de richesse, que d'enseignement. Mais c'est exactement ça. À aller chercher. Et énergétiquement, c'est... Moi, si je regarde mon dharma, parce qu'on parle beaucoup de ça dans certains pays, notamment en Inde et en Indonésie, il y a beaucoup de lignes écrites de réconcilier des mondes. Et ça, j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps. Réconcilier le monde de la matière, du cartésien. Je viens d'une famille très... cartésienne, mon père est ingénieur, voilà. Donc j'ai dû déconstruire beaucoup de choses pour aller vers tout ça, et c'est pas pour rien si ça m'a attirée. Et de réconcilier vraiment le monde de la matière, en fait, et le monde de la spiritualité, parce qu'on passe notre temps à les opposer. Certains fuient ici, certains fuient là. En fait, on est des êtres multidimensionnels, et dans les lois du vivant, d'ailleurs, on en parle très très bien, en fait, s'ancrer pour pouvoir s'élever. Bravo, ça s'appelle Altiora. Précisément, c'est pas une école, c'est pas un centre, c'est une maison. C'est une maison, c'est un mouvement, et c'est vrai que c'est assez. Je pense qu'au travers de l'émission qu'on vient de faire là, on installe encore plus une légitimité, voilà, pour inciter ceux et celles qui s'intéressent à ça à venir vous voir, parce qu'il y a tellement de programmes, il y en a partout en fait. D'accompagnement, de structure, voilà, il y a tout. Mais je trouve qu'il faut l'incarner, et vous incarnez ça, au travers justement de votre parcours et de tout ce que vous avez osé faire, et remettre en question pour le coup. Mais c'est là où pour moi il y a une problématique. C'est que, en fait, il y a une différence entre savoir et incarner.
et lire tous les livres de développement personnel. Et je crache sur personne, j'ai fait un. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tant que ce n'est pas descendu dans le corps, au niveau cellulaire, dans le cœur, dans l'être, mais en fait, mais même d'ailleurs dans la matière, ça ne se ressent pas. On ne le vibre pas. Il n'y a pas la fréquence associée. Il n'y a pas en fait tous les résultats qu'on aimerait escompter. Et puis même dans l'état d'être, je trouve qu'en fait, ça change tout. Moi, aujourd'hui, accompagner, c'est le prolongement de ma vie. En fait, ce matin, j'ai été me faire les ongles. C'est tout bête, mais et l'esthéticienne était extraordinaire. Et en fait, c'est parti en coaching. Mais c'est même, en fait, c'est des conversations de haut vol. C'est même pas quelque chose que vous pensez. C'est un état, en fait. Mais tous les, j'en connais d'autres aussi, qui se reconnaîtront. Mais tous ceux qui sont complètement habités par cet accompagnement, quelle que soit la situation, les gens que vous rencontrez, la boulangerie, le supermarché, quel que soit, si vous commencez une discussion, ça se termine en coaching. C'est inévitable, parce que vous êtes intrinsèquement, ça fait partie de vous, quoi, en fait. Il y a pas de... on commence à l'attirer, je pense. Oui, en plus de ça. Les gens viennent nous chercher pour ça. Et puis vous êtes 7, hein. En plus. Bon. Mais par contre, j'aime bien, je vais retenir la petite anaphore, là, j'aime bien l'habiter, habiter la maison, habiter sa maison. Exactement. J'aime bien le mot. Magnifique. Eugénie, merci infiniment. On va mettre évidemment le lien autour de la vidéo pour que vous puissiez prendre contact, vous renseigner un petit peu plus amplement sur la manière dont les choses pourraient se dérouler pour vous, si vous avez envie de suivre ce grand mouvement qu'a instauré Eugénie avec les équipes. J'imagine que vous êtes structuré pour ça. Il y a tout, On est une maison. On est une maison. Donc il y en a une tribu. Et donc du coup, il y a du présentiel aussi alors. On a des immersions annuelles. Des immersions qui se font où alors pour le coup? Partout en France, ça dépend des années. Okay. En fait, on essaye de trouver un point qui soit un peu central pour la plupart des élèves des cohortes. Et ils viennent vivre un soin de réencodage cellulaire pour venir ancrer le savoir qui a été appris. Ça c'est fait. Bon voyage, le passeport tout est bon. Prêt à dégainer. C'est bon, il est valide et tout, il est bon. Hein. Il est tout bon. Bon, voilà. Rentrez, parce qu'il y a quand même des gens qui ont besoin de vous derrière. Merci infiniment, Eugénie. Prenez soin de vous. Commentez évidemment avec bienveillance tout cela. Vous partagez, on va lire tout ça. Et je sais que c'est une émission qui va susciter quelques réactions. On le souhaite. Merci de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle rencontre. Salut à tous.